Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence Petite Enfance organisée par la mairie du 14e avec le réseau de santé périnatal parisien. Aujourd'hui, le thème est donc être et devenir parent. Cette conférence sera animée par Pauline Lotz, qui est puéricultrice, consultante en parentalité et en sommeil de l'enfant. Voilà, je vous remercie beaucoup et on accueille donc Pauline. Bonjour à tous, enchantée d'être là avec vous aujourd'hui. Et donc effectivement, on va parler de ce grand thème de être et devenir parent. Alors l'idée, c'est vraiment qu'on puisse reparler d'éléments pratiques pour pouvoir vous guider sur le quotidien avec vos tout petits. Donc, on parlera un petit peu de développement de compétences parentales, de l'accompagnement des émotions de l'enfant au quotidien, de comment poser les limites et le cadre, alors qui sont toujours des sujets pas simples, mais assez primordiaux dans l'accompagnement de l'enfant. Et puis, justement, comment on s'adapte et comment on trouve cet équilibre au mieux au quotidien. Alors, si on commence un petit peu, j'ai envie de dire avec des grandes notions, mais qui sont importantes à avoir en tête, qu'est-ce qu'on entend par compétence parentale? Être un parent compétent, être un bon parent, ça veut pas dire être un parent parfait, parce que je pense que aucun de nous n'est un parent parfait. Et alors, j'y reviendrai après, mais en fait, c'est pas l'objectif non plus de montrer à son enfant qu'on est parfait, si tant est qu'on l'était, parce qu'un parent parfait qui fait tout bien, qui ne s'énerve jamais, qui est toujours très stoïque, où tout est bien, en fait, donnerait l'exemple à son enfant ben, qu'il faut être comme ça au quotidien. Et j'ai envie de dire, aucun être humain n'est parfait et n'est toujours tempéré. Donc, eh ben, l'enfant, c'est bien aussi qu'il apprenne que le parent a des émotions, que le parent parfois peut être impatient, que le parent peut crier à des niveaux différents. Mais voilà, que le parent, ben, il a aussi une vie émotionnelle et que lui, enfant, il a le droit aussi d'avoir cette vie émotionnelle. Donc, on y reviendra, mais on n'a pas besoin d'être parfait sur tous les points. Par contre, notre objectif en tant que parent et notre rôle, bah, c'est de pouvoir communiquer le plus possible avec son enfant. Et justement, on en reparlera sur l'accompagnement des émotions. C'est comment on crée du lien, comment on crée du lien de confiance, comment on verbalise et voilà, comment on favorise cette communication au quotidien. C'est également bah, de pouvoir accueillir, comme on dit, et accompagner ses émotions pour qu'il puisse trouver ses ressources, pour qu'il puisse comprendre ce qu'il vit et trouver ses ressources pour bien grandir. C'est essayer d'éduquer. Alors, on reviendra sur cette notion d'éducation positive. Vraiment, on le détaillera un petit peu, mais voilà, éduquer de manière positive, c'est-à-dire en essayant de voir le positif dans tout ce que peut entreprendre l'enfant, en le soutenant et puis en le guidant, et puis de poser des limites pour que justement il trouve ce cadre au quotidien et qu'il sache ben, comment grandir et quelles sont ses possibilités et voilà, où sont vraiment les limites avec papa et maman notamment. Donc voilà un petit peu ce que c'est être un bon parent, c'est essayer de trouver cet équilibre et bah, d'être un guide, si je peux dire, pour l'enfant et de lui donner petit à petit des ressources pour qu'après lui-même soit en capacité de mener sa petite vie au fur et à mesure des années. Après, c'est aussi de se dire que, bah voilà, c'est ce que je vous disais en introduction, on peut pas être parfait et forcément on fera des erreurs. Forcément, il y a plein de fois où on se dira, j'aurais pu faire autrement, j'aurais dû faire autrement parce que ça n'a pas fonctionné, parce que c'était pas le mieux. C'est pareil, donc c'est normal. On est des êtres humains et c'est aussi, ben, en faisant des erreurs, des fois en faisant pas de la meilleure manière que on peut réfléchir, essayer de se remettre en question et de se dire, OK, eh ben, comment je peux faire mieux la prochaine fois? Parce que ça, c'est un petit peu l'essai-erreur, hein, c'est ce qui va nous aider à nous construire aussi en tant que parents au fur et à mesure. Et puis, on en reparlera aussi, mais c'est qu'il y a des fois, ben, on n'a pas fait au mieux, on va essayer de se réadapter, de faire mieux la prochaine fois. Et puis, entre-temps, l'enfant évolue, donc il faudra nous-mêmes nous réadapter dans notre positionnement. Donc, c'est un cheminement constant entre l'enfant et le parent.
Donc voilà, on apprend tous les jours, on se repositionne, on refait différemment en fonction de là où en est l'enfant de son développement. Et puis, il faut aussi accepter de faire avec qui on est. Peut-être qu'on trouve que le voisin ou telle personne ou tel pro qu'on va suivre sur les réseaux fait les choses bien, fait les choses beaucoup mieux, qu'il est parfait, qu'il est plus calme, qu'il est plus ceci, plus cela. On aura toujours des gens qui nous semblent être mieux, faire mieux. Mais il y a un moment, il faut accepter que ben, chacun est différent, qu'on a notre histoire, qu'on a nos habitudes, notre éducation, nos convictions, et que forcément, il faut tricoter tout ça avec notre personnalité. Donc peut-être que tel ou tel parent vous semble beaucoup mieux faire sur le plan éducatif, mais bah, que ce parent, il y a d'autres points faibles que vous qui seront vos points forts. Donc voilà, chacun a mince, je perds mes mots, a ses forces et ses faiblesses. Et ça, il faut l'avoir en tête, qu'on fait vraiment comme on peut. On peut essayer de s'améliorer, mais il faut accepter que chacun est différent et que chacun bah, va faire avec vraiment sa propre histoire. Donc voilà, et se dire vraiment si déjà on fait comme on peut au quotidien, qu'on donne bah, le meilleur de nous-mêmes, bah, c'est ça l'important. Et puis que voilà, toute cette relation, on va y revenir, mais toute cette relation qu'on a avec l'enfant, cette relation de confiance, ce lien de confiance qu'on peut mettre en place avec son enfant, c'est vraiment ça la base. Et qui que vous soyez, quelles que soient vos forces ou vos faiblesses, si vous arrivez à communiquer avec votre enfant, à lui donner ses ressources, ben, je veux dire, vous êtes un bon parent. Et vous êtes dans tous les cas un bon parent pour votre enfant. Donc voilà, donc déjà c'est d'arriver à voilà, à se sentir serein par rapport à ça, pour éviter de se remettre tout le temps en question. Parce que je pense qu'on se remet tous en question régulièrement. Alors, si on commence un petit peu avec tout ce qui est émotion, voilà, ce fameux terme d'accompagner les émotions, qu'est-ce qu'on met derrière tout ça et comment on fait en pratique. L'objectif sur l'accompagnement émotionnel de l'enfant, c'est déjà de lui donner de la sécurisation. Plus un enfant est sécurisé, mieux il se sent, bah, mieux il vit son quotidien. Donc, dès tout petit, vraiment, plus son cadre de quotidien est quelque chose de constant, de régulier, plus ça favorise un enfant serein. Donc, vraiment, la verbalisation, les explications, même chez des tout petits bébés, même si on a l'impression qu'ils comprennent pas trop, c'est important des tout petits de leur dire quand on va leur changer leur couche, quand on les emmène quelque part, quand on les laisse à la crèche, de leur dire qu'on vient les rechercher. Vraiment, toutes ces choses simples du quotidien, c'est important de prévenir l'enfant. Et ça nourrit bah, déjà petit à petit ce lien de communication. Après, pareil, assez basique et on le fait assez naturellement, hein, c'est de mettre en place des petites routines, donc des petites choses habituelles qu'on va faire de la même manière au quotidien. C'est des choses qui sont très rassurantes pour l'enfant et tout ce qui est rituel et notamment les rituels de sommeil. Voilà, c'est des choses simples qui fonctionnent. Si l'enfant sait que le matin, quand il part à la crèche, on fait toujours les choses. Alors, je donne toujours des exemples très basiques, hein, mais que on prend le biberon ou la tétée, après on s'habille, on fait les petits soins, et puis après il y a un petit moment de jeu, et puis on met le manteau. Tiens, après le manteau, on prend la poussette ou le porte-bébé. Ah tiens, après ça, on sort, et puis après on va à la crèche. Tous les matins, il y aura cette même organisation, alors avec la complexité de la vie quotidienne et puis les petits détails qui peuvent bien sûr survenir, mais globalement, plus l'enfant s'habitue à une organisation, plus ça le rassure, plus il sait ce qui va se passer après, et mieux c'est pour lui. Idem quand il y a des changements, que ce soit des changements d'environnement, des changements de personnes qui s'occupent de l'enfant, des changements de programme, enfin peu importe. C'est bien aussi, quel que soit l'âge de l'enfant, de lui expliquer, de lui dire ce qui va se passer, vraiment d'avoir en tête que plus on explique les choses, mieux c'est. Et que plus l'enfant va être sécurisé, et on va reparler aussi ça passe aussi par du portage, de l'accompagnement, vraiment du soutien et de la réponse aux besoins de réassurance. Plus l'enfant est sécurisé, mieux il se sent, plus à un moment, quand il sera prêt, il pourra commencer à se détacher, à partir dans ses explorations. Donc, faut vraiment pas avoir peur d'apporter autant
de réassurance, autant de bras d'accompagnement à l'enfant qui l'en demande, parce que c'est vraiment ça qui lui permettra par la suite de pouvoir se détacher et de pouvoir faire ses petites explorations tranquillement. Après, sur tout ce qui est vraiment reconnaissance de l'émotion propre et comment on accompagne l'enfant et notamment dans les crises émotionnelles, alors que ce soit des pleurs chez les tout petits et des crises à proprement parler chez les plus grands, 18 mois, 2 ans, 3 ans et plus. Là encore, c'est important de verbaliser. Donc quand on voit son enfant mécontent, quand on voit son enfant en colère, bah, juste poser des mots sur l'émotion qu'il est en train de vivre, juste lui dire qu'on voit qu'il a une émotion et qu'il a le droit d'avoir une émotion. C'est tout bête, hein, mais des fois, on a plus tendance à lui dire bah, arrête de pleurer pour ça, ou je pense à des plus grands là, hein. Ça vaut pas le coup de t'énerver pour ça vaut pas le coup de faire une crise pour ça, c'est rien, c'est un détail. Euh, pour nous, c'est un détail. Alors, des fois, c'est parce qu'on a, je vais vous prendre les exemples vraiment bateaux du quotidien, hein, que vous avez ouvert le yaourt alors qu'il avait décidé d'ouvrir le yaourt, que vous avez coupé la pomme alors qu'il voulait croquer dedans, peu importe, hein, qu'il a eu la gommette bleue, il voulait la gommette rouge. Enfin, pour nous, adultes, c'est des choses complètement insignifiantes. Donc, quand l'enfant déclenche une crise pour ça, on se dit que vraiment, ça vaut pas la peine, sauf que pour lui, enfant, c'est pas un détail, c'était un objectif qu'il avait. Et en fait, on est en train de démonter tous ses plans, si je peux dire. Donc pour lui, c'est beaucoup d'émotions et ça peut suffire à déclencher une crise. Surtout si avant dans la journée, il y a déjà eu plusieurs fois, je sais pas, à la crèche, des interactions avec les enfants, qu'il s'est fait prendre son jeu, qu'il y a eu autre chose, que en plus il est fatigué. Voilà, souvent ça arrive aussi dans un contexte bah, où c'est pas le contexte le plus propice et vous ouvrez le yaourt à sa place et là ça suffit à déclencher la crise. Donc reconnaître que, ok, pour lui, c'est un vrai sujet, et lui dire qu'il a le droit d'être mécontent, et que vous ne saviez pas qu'il voulait ouvrir le yaourt, que vous ferez mieux la prochaine fois. Enfin, juste aller mettre des mots sur ce qu'il vit et aller l'autoriser à vivre ça. Pareil, c'est des choses qui sont hyper importantes. Ça veut dire qu'il a le droit d'avoir des émotions. Euh, et ça veut dire qu'il se construit pas avec, bon, bah, à chaque fois que j'ai une émotion, que je suis triste ou que je suis en colère, bah, il faut que je le mette au fond de moi et j'ai pas le droit de l'extérioriser. Euh, si une fois de temps en temps, vous lui dites c'est pas grave, ça vaut pas le coup de pleurer, ça n'a aucune conséquence. Mais si à chaque fois que votre enfant a des émotions, on lui dit que voilà, faut pas pleurer pour ça, faut pas faire une crise, enfin, que, en gros, il vaudrait mieux qu'il se taise plutôt que d'extérioriser l'émotion. Ça veut dire qu'à force, c'est un enfant qui grandit en se disant, bon, bah, mes émotions, en fait, il faut pas que je les montre. Il faut que j'apprenne à apprendre sur moi. Et c'est pas l'objectif en tant qu'adulte de se dire, bah, j'enfouis tout, toujours au fond de moi parce que c'est pas comme ça qu'on a le plus d'équilibre dans son quotidien. Donc, voilà. Les émotions, ils ont le droit de les avoir. Alors, on verra après comment on pose le cadre et comment on canalise un petit peu tout ça. Mais quel que soit le sujet, il a le droit de vivre ce qu'il a à vivre. Et pareil sur la notion de jugement, et ça arrive plus chez les plus grands, quand un enfant, je sais pas l'âge de vos petits loulous, et puis on aura sûrement beaucoup de parents qui verront le replay, donc il y aura sûrement un petit peu de tous les âges, mais quand on a un enfant plus grand, qu'on sait que c'est un enfant qui raisonne, qui a déjà pas mal de capacités, des fois on va lui dire, mais t'es ridicule, ne pleure pas pour ça, pour des broutilles. Bah oui, mais à ce moment-là, il a besoin de pleurer pour ça. Il a une vraie émotion. Donc voilà, éviter de juger l'enfant, de rabaisser les choses, c'est important. Et vraiment, ça participe à tout le lien parent-enfant qu'on peut avoir et à la confiance. C'est important que votre enfant, il sache qu'avec papa ou maman, alors aussi avec les autres personnes, mais vous êtes vraiment les personnes prioritaires de confiance, qu'il sache que quand il a une émotion, mais quelle qu'elle soit, et quelle que soit la petite chose qui la déclenche, il peut vous le dire, il peut vous en faire part, il peut la vivre et qui sera réconforté, rassuré, accompagné. Parce qu'on a quand même un objectif qui est au début de rassurer et d'accompagner, et en même temps qui est de donner des ressources à l'enfant et des outils pour que bah, d'ici quelques années, quand il vit cette émotion, il sache lui-même la surmonter. Donc c'est quand même ça notre objectif à terme, c'est qu'il puisse lui-même bah, surmonter ses émotions, qu'il trouve ses ressources internes. Après, c'est important aussi, alors ça va vraiment dans le même sens, de se dire que plus on a
d'empathie, plus on essaye de se mettre à la place de l'enfant, même si des fois c'est compliqué, bah mieux on comprend ce qu'il vit. Alors je vais vous montrer juste après une petite vidéo sur le cerveau de l'enfant, mais il faut vraiment avoir en tête que son cerveau, il a pas fini de maturer, il a pas fini de grandir, et que c'est vraiment un cerveau qui fonctionne sur l'émotionnel. Donc là où l'adulte, on arrive, dans la plupart des cas, à se raisonner. Encore que certaines fois, quand on est sur le coup de l'émotion, bah, même nous adultes, on est complètement déclenché. Mais l'enfant, lui, pour la moindre chose, en fait, son cerveau part directement sur l'émotion et c'est l'émotion qui le domine. Donc, l'enfant, il n'arrive pas à se dire, bah, c'est pas grave, je sais pas, je reprends mon histoire de yaourt ou de gommette, c'est pas grave, demain j'aurai un yaourt que je pourrais ouvrir. Non, l'enfant, il vit les choses de plein fouet. Son cerveau, il a une émotion, l'émotion déborde directement. Donc ça, c'est important d'avoir en tête. Quand on se dit ça, on vit déjà les crises différemment que quand on se dit, bon, il fait exprès, il exagère. Non, si on se dit, OK, il est débordé, il y peut rien, bah, on vit les choses un petit peu moins mal aussi en tant qu'adulte. Et puis vraiment se dire, OK, voilà, comment on sort de cette crise? Alors, je sais pas si c'est l'histoire du yaourt, bah, ou aller lui expliquer que bah, demain ou ce soir, il pourra ouvrir le yaourt, ou sur des petits sujets, on y reviendra, se dire, bah, OK, j'avais pas vu, on va chercher un autre yaourt si vraiment ça peut arrêter la crise, c'est pas très grave. Voilà, c'est aussi, ok, on va en parler et on va trouver une issue pour sortir de cette crise et pour te montrer qu'on a pris en considération aussi tes émotions. Et puis après, pour les plus grands, pareil, plus vous arrivez à être dans la communication, à l'aider à verbaliser ce qu'il ressent. Et il faut vraiment pas hésiter sur, là je parle plus d'enfants en âge scolaire, bah vraiment à les faire parler de ce qu'ils ont ressenti, à les interroger sur bah, comment, voilà, qu'est-ce que tu peux trouver comme ressource en toi, qu'est-ce qui pourrait t'aider, qu'est-ce qui te fait du bien quand tu te sens comme ça. Vraiment, c'est dans cet échange qu'on va pouvoir construire. Et un enfant de 3-4 ans, deux fois un petit peu avant, mais plutôt première année de maternelle, est capable de vous dire que bah, telle chose lui fait du bien quand il se sent dans cet état-là, que telle chose ça ne l'aide pas et ça le fait pleurer. En fait, l'enfant est capable de beaucoup de choses, est capable de sentir aussi ce qui va l'aider ou pas. Donc, plus vous êtes dans le dialogue, en fait, plus l'enfant vous guidera et plus vous pourrez un petit peu suivre ce qui lui fait du bien. Alors, la petite vidéo, ouais, je pense qu'elle fonctionne. Dites-moi si jamais vous avez pas le son. C'est juste un petit modèle de cerveau imagé avec la main que j'aime bien et qui permet vraiment de comprendre un petit peu comment fonctionne le cerveau du tout petit. Alors, je crois qu'on n'a pas... Alors, Pauline, le son ne fonctionne pas pour nous. Alors, attends. Pardon, Caroline? Le son ne fonctionne pas pour nous. Ah, ok, ouais, bah, je sais, à chaque fois, Zoom. Alors, je vais juste regarder. Si je peux, sinon je vais vous l'expliquer. Bon, je vais vous l'expliquer, ce sera plus rapide. Euh, Peut-être essaie hop, je vais sinon de couper mettre en aussi plein pour moi. écran. Je suis pas sûre que ça passe. Je pense que c'est Zoom qui filtre. Les filtres, ouais. Enfin, je peux essayer. Non. Ah, pardon, petit bug. Je sais, je peux même pas le mettre en plein écran parce qu'en fait, il est sur ma diapo. Oui. Mais c'est que c'est Zoom qui filtre. Je peux juste essayer de faire un tout petit test. Les paramètres, il faut que je l'autorise à avoir l'autre son. Et ça suppression du bruit, des bruits d'arrière-plan. Alors, pour les parents qui assistent à la conférence, j'ai déjà eu la chance de voir cette vidéo que Pauline m'a montrée et elle est absolument géniale. Donc c'est pour ça qu'on se permet d'insister un petit peu, mais après, Pauline saura très bien expliquer si ça fonctionne pas, donc c'est pas Ouais. dramatique. Ah, j'ai déjà eu ça. Je sais à peu près ce qu'il faut régler. Mais... Alors, je peux tester le... Non.
Non, je sais pas où je vais pouvoir je vais l'expliquer, ce sera plus. Ok, Après, vous pouvez la retrouver, Cerveau dans la main sur YouTube, vous la retrouvez. En gros, sinon je vais le faire moi-même. Je vais me remettre juste, hop, à l'écran 2 minutes. Euh, ouais, j'ai arrêté le partage. Donc, en gros, vous avez le cerveau qui est représenté là dans la main. Et en fait, on a vraiment notre cerveau archaïque, que est notre cerveau émotionnel, donc celui qui régit un peu notre fonctionnement avant le raisonnement. Et puis au-dessus, on a le cortex préfrontal, vraiment qui est devant et qui fait le raisonnement, qui fait qu'on raisonne, qu'on réfléchit. Normalement, les deux sont connectés. Donc voilà, c'est là où je vous disais, nous adultes, quand on a une petite émotion, on vit quelque chose et puis tout de suite on se dit non mais voilà, t'énerve pas pour ça ou voilà, faut se reprendre et puis on arrive à rester plus ou moins stoïque. Comme vraiment il y a une grosse émotion et c'est là où ça va fonctionner comme ça chez l'enfant, même pour une petite émotion. En gros, l'émotion arrive. Et c'est comme si le cortex préfrontal vraiment se déconnectait. Donc, il faut vraiment s'imaginer que les fils électriques, là, entre les deux, c'est déconnecté. Il y a vraiment une coupure nette. Donc, quand l'enfant, il vit son émotion, ça prend le dessus. Vous pouvez, sur le moment, essayer de lui parler, de le raisonner. Je parle vraiment du bébé, enfin, de l'enfant en crise, hein. Essayer de le reconnecter, de lui dire ça va aller, blablabla, blablabla. En général, l'enfant, il vous entend pas. Vous avez l'impression qu'il s'en moque, qu'il ne vous écoute pas. Il est en train de hurler. En fait, c'est juste que il est déconnecté. Donc vraiment, il vit dans l'émotion. Et à ce moment-là, votre seul objectif, c'est juste d'essayer d'arriver à le reconnecter. Et souvent, pour arriver à reconnecter l'enfant, ça passe par, alors ça dépend vraiment des enfants, mais il faut lui apporter du soutien, donc être présent. Il y a des enfants, ça va être de la contenance, ça va être du câlin. Il y a des enfants, ils auront besoin d'aller taper des pieds, qu'ils auront besoin d'exprimer leur colère, de crier, puis après, ils vont s'apaiser, ils vont se reconnecter. Une fois que l'enfant est revenu au calme, il est reconnecté, là, on peut parler. On peut parler de qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Alors, ça dépend de l'âge, hein, et comment on peut faire la prochaine fois, ou juste lui dire, viens, on va finir de se calmer, puis on va passer à autre chose. Mais voilà, c'est juste pour expliquer quand ils sont en crise, comme on dit, pouvez toujours lui parler. En fait, il y a rupture. Donc, ce que vous lui dites, ça va là, sauf que ça, c'est plus rattaché à ça. Et en fait, tant que vous n'aurez pas réussi à l'aider à redescendre de la crise, euh, ça passera pas. Après, dans la vidéo, alors, elle parle aussi des adolescents, mais on peut aussi l'imager sur des enfants. Hein, c'est que quand il y a quelque chose qui va pas, ou votre enfant est de mauvaise humeur, ou il commence un peu à s'énerver, donc il se met en déconnexion, ou vous arrivez, vous êtes connecté, vous arrivez à vous dire, OK, comme dit toujours, c'est moi l'adulte, il faut que je prenne sur moi, il faut que j'aide mon enfant à traverser son émotion, donc on propose du câlin, de l'accompagner, on attend, et puis l'enfant finit par se reconnecter, et puis on se reconnecte, on peut communiquer. Ou votre enfant est énervé, commence à faire un peu une crise, ou mais ça marche avec tout le monde, hein, ça marche avec votre plus grand, ça marche avec votre collègue, avec votre conjoint, voilà, un moment de colère. En fait, si vous arrivez devant lui et que vous vous mettez dans le même état émotionnel, ben, il y a ce qu'on appelle les neurones miroirs et chacun voit l'autre énervé. Et c'est ce qu'on vit au quotidien. Quand il y a une personne qui s'énerve, l'autre s'énerve. Et du coup, je m'énerve encore plus pour me faire entendre et ainsi de suite. S'il y en a un qui est énervé et puis l'autre qui arrive à rester connecté et à dire, OK, je comprends, t'es énervé, on va essayer de parler et voilà, on essaie de faire les choses posément. On a beaucoup plus de chances de reconnecter la personne en face de nous et du coup que la situation s'apaise plutôt que si tout le monde crie de plus en plus. Donc voilà, c'est un petit truc assez synthétique, assez schématique, mais bah, ça permet un petit peu de comprendre. Et moi, je dis toujours, c'est difficile hein, dans ces moments-là de rester calme. Je parle vraiment des crises, là, typiquement du 18 mois, 2 ans, 3 ans. Mais vraiment, le moment où on arrive à se dire, OK, là, mon enfant, il est déconnecté, il peut pas se contrôler, il le fait pas exprès, et c'est à moi d'essayer de l'aider à en sortir, alors quand on est en capacité de le faire, hein, parce qu'il y a aussi nos émotions qui font que des fois, on est moins réceptif que d'autres. Mais plus on arrive à être dans cette optique-là, plus on arrive à faire redescendre l'enfant, et plus on arrive à sortir de la crise. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le rechercher. Donc c'est le modèle du cerveau dans la main. Et franchement, la petite vidéo est très bien faite. Voilà, ça dure 4 minutes 30 et c'est assez sympa à regarder. Alors du coup, hop, on va reprendre le partage et je vais donc du coup
continuer. Super, on est revenu dessus. Alors, bah, puisqu'on parle des crises, c'est important aussi d'avoir en tête qu'est-ce qui peut déclencher les crises chez les enfants. Alors, beaucoup de choses à certains âges. Après, il y a vraiment des choses assez systématiques. Bon, bah, toute cette période où l'enfant comprend qui peut prendre des décisions, alors à son niveau, hein, qui peut dire non, qui peut décider autre chose que papa et maman. Donc, 18 mois, 2 ans, là, c'est souvent une période assez propice aux crises. Donc, c'est un peu un passage obligé du développement. La fatigue, c'est vraiment l'ennemi numéro un des crises. Va être un enfant qui se déclenche pour tout, qui n'a pas du tout la ressource émotionnelle de surmonter tous ces petits tracas du quotidien. Donc, quand vous avez des enfants qui sont dans des périodes compliquées où dès le matin, c'est crise sur crise pour tout, c'est des refus, c'est vraiment se reposer la question du sommeil. Est-ce que cet enfant dort? Est-ce que le soir, quand vous rentrez de la crèche ou pour les plus grands de l'école, que tout est compliqué toute la soirée, en fait, il n'est pas en surfatigue et qu'il faut juste avancer le coucher. Enfin, vraiment se poser la question de la fatigue parce que déjà, une fois qu'on a suffisamment de sommeil, souvent, on a des enfants quand même beaucoup plus posés et beaucoup plus, alors calme, c'est pas le mot, mais voilà, beaucoup plus tranquille quand même au quotidien. Donc ça, c'est un sujet très important. Après, il y a tous les moments, à chaque fois que l'enfant va vivre une rupture, un arrêt d'activité, un changement. Donc, typiquement, voilà, le moment où il faut aller à la douche, il faut arrêter de jouer pour la douche, ça se passe pas bien. Le moment où il faut aller s'habiller, ça se passe pas bien. Le moment où il faut aller à table, ça se passe pas bien. Voilà, tous ces moments où l'enfant était dans une période de découverte, était pris dans un jeu et rupture, il faut passer à autre chose. C'est sujet à déclencher des émotions. Je sais plus si j'en parle après, juste pour essayer de vous donner des petits tips au fur et à mesure. Ce qui fonctionne bien sur toutes ces périodes de changement et de rupture, c'est vraiment alors, de prévenir l'enfant que dans voilà, quelques minutes, on va arrêter. On prévient une fois ou deux avant de lui dire là, c'est l'heure d'y aller. Ça peut aider. C'est très simple, mais ça fonctionne. Après, il y a tout ce qui est petit timer, avec visuellement le temps qui reste, qui diminue, et le timer qui sonne quand c'est le moment de commencer la douche, quand c'est le moment d'aller quelque part. Euh, Déjà, c'est pas papa ou maman qui l'a dit, c'est le timer. L'enfant, il est autonome parce qu'il va pouvoir dire, tiens, ça a sonné, c'est l'heure d'aller faire quelque chose. Et puis, c'est pareil, il est prévenu, visuellement, il peut regarder où ça en est. Donc, vraiment, les timers, ça peut très, très bien fonctionner. Et puis tout ce qui est ludique et jeu. Alors il faut avoir l'énergie de le faire selon les moments et le quotidien. Mais voilà, l'enfant qui est en train de jouer, je sais pas, avec un camion, avec un Lego, se dire bah tiens, est-ce qu'on emmènerait le camion et le Lego jusqu'à la salle de bain? Et hop, transition. Au lieu d'avoir une rupture, on arrête, on passe à autre chose. On essaye de mettre des transitions et souvent ça peut bien fonctionner aussi. Donc voilà, c'est des petits tips pour se faciliter un petit peu la vie. Après, tout ce qui va être aussi surstimulation. On sait qu'un enfant qui a vécu une grosse journée avec pas mal de changements, de monde, de bruit, d'activité, vous savez qu'en fin de journée, plus il y a eu de charge dans le cerveau, plus vous avez de chances qu'un moment ça décharge et que la fin de journée soit compliquée. Donc ça, on n'y peut pas grand-chose. Alors essayez voilà de pas avoir de surstimulation au quotidien. Après, sur des journées plus intenses, enfin, là si je prends l'approche des fêtes, des journées de fêtes, de monde, de chaleur, de bruit, bon, bah on sait que la fin de journée peut être un peu compliquée, donc c'est là où on essaye de maintenir au max les rythmes de sommeil comme on peut. Et puis voilà, il faut savoir que les retours peuvent être un petit peu plus compliqués. Déjà de l'avoir en tête, on le vit moins mal. Et puis tout ce qui est changement dans l'environnement de l'enfant ou dans son quotidien, ça peut l'insécuriser et déclencher aussi des périodes un petit peu plus compliquées. Donc voilà, l'idée c'est déjà de les avoir en tête, de se dire bah on peut pas tout éviter, il y a la vraie vie qui fait qu'il y a des fois voilà des journées chargées, il y a des fois des déménagements, il y a des fois mais déjà de le savoir, ça permet déjà de s'y attendre et de le vivre un petit peu mieux. Plus on va expliquer à l'enfant, plus on va le préparer. À partir de 3 ans, on peut aussi faire des petites choses avec des photos, avec des images, lire des livres. Voilà, plus il est préparé, mieux il vivra les choses. Après, essayez vraiment d'adapter le rythme à ce que, voilà, au rythme de l'enfant pour que ça se passe le mieux possible. Et puis, c'est essayer de se dire, ok, ça c'est toujours des petits exemples que je donne, mais
Il y a des choses, on va reparler des limites, où on ne lâche pas sur des questions de sécurité, sur des questions de conviction, où voilà, on ne change pas d'avis, et tant pis s'il y a des crises. Et puis il y a des fois où, bah, pour simplifier la vie, comment dire, on va acheter la paix et on va lâcher sur des petites choses. Et ça, on a le droit aussi. Voilà, surtout quand c'est du ponctuel ou des cadres spécifiques. Donc voilà, il faut aussi se garder une certaine souplesse. Il faut être constant et cohérent, mais il faut aussi avoir de la souplesse selon les moments. Et puis, bah, quand la crise est là, j'ai envie de dire que bah, la crise, elle est là, ça arrive, quel que soit l'âge, bah, on accompagne, on fait comme on peut, le temps que ça passe. Et puis, voilà, c'est toujours intéressant de se reposer la question aussi de pourquoi il y a eu une crise à ce moment-là. Alors, des fois, c'est la période de vie, hein, c'est la période de développement, mais il y a des fois on se dit ah bah oui effectivement je sais pas il était fatigué ça plus ça bah oui ça voilà ok ça n'a pas fonctionné bon la prochaine fois on essaiera de faire différemment ou la manière dont on a refusé peut-être qu'arrivé en fin de journée ben on aurait pu le faire autrement voilà il y a des fois on peut faire mieux la prochaine fois et puis il y a des fois bah, c'est tout c'est la vie et le quotidien de l'enfant et il y a des périodes plus sujettes que d'autres. Et après, comment on peut aider l'enfant? Voilà, je vous ai pas mal parlé de ressources et et d'essayer de l'aider. Pardon, je m'emmêle les pinceaux. D'essayer de l'aider à trouver ses ressources en lui-même pour que bah, les crises, on puisse en avoir de moins en moins. Donc, tous les petits outils, les petits jeux sur les émotions, les livres sur les émotions, voilà, la verbalisation des émotions, tout ça, bah, c'est des choses importantes à utiliser dans le quotidien. Alors, il y a plein de ressources aujourd'hui qu'on peut utiliser en fonction de l'âge de l'enfant, mais c'est vraiment aidant. Tout ce qui est verbalisation, tout ce qui est aussi d'en reparler avec lui après en fonction de l'âge, en lui disant, bah voilà, quand tu es en colère, est-ce que tu as besoin que je te fasse un câlin? Est-ce que tu as besoin que je reste près de toi? Alors, il y a des choses qu'il pourra vous dire, il y a des choses qu'il ne saura pas vous dire, et surtout sur des petits qui n'ont pas encore le langage, mais vous allez aussi identifier à force d'expérience que bah, quand il est dans cet état de pleurs et d'énervement, peut-être que le toucher ou être près de lui, c'est pire qu'autre chose, il vaut mieux attendre que ça passe. Peut-être qu'en fait, le prendre à bras et le contenir, ça l'aide vraiment à redescendre. Donc, vous allez aussi faire vos essais et trouver ce qui fonctionne pour votre enfant. Et vraiment, j'en reviens beaucoup à la verbalisation parce que plus vous arriverez à lui expliquer ce qu'il vit, plus vous arrivez à l'autoriser à vivre ça, bah, plus petit à petit, voilà, il connaîtra son corps, il connaîtra ses réactions, et puis il pourra arriver par lui-même à s'apaiser ou à vous demander de l'aide à ce moment-là. Et puis plus grand aussi, bah, c'est vraiment de réfléchir à des petites astuces, à des petites choses. Il y a pas mal de petits outils sur les émotions où on peut trouver les coussins de la colère, où on peut apprendre à faire des bulles, où on peut apprendre à respirer. Et plus vous faites tous ces petits jeux au quotidien avec l'enfant, plus il pourra, en période où la crise commence à monter, vous lui dire, bah, tiens, on va respirer, on va faire ça. Enfin, je pense notamment Les émotions de Gaston, c'est pas mal de petits bouquins qui donnent plein de ressources. Et plus l'enfant il s'est entraîné, plus le moment où ça monte, bah, on lui propose cet outil de respirer, de taper des pieds, de faire une boule de colère. Bah, plus à terme ça fonctionnera et ça pourra éviter les moments difficiles. Donc voilà, ça c'est plus un travail sur le quotidien quand ça va bien, qui viendra nous aider justement sur les moments plus difficiles. Alors, qui dit crise, parentalité dit pose des limites du cadre et du non, parce que ça va forcément ensemble. Alors, les limites, c'est jamais simple à poser. Selon aussi ses convictions, selon le type de parent qu'on est, il y a des parents qui vont poser les limites d'emblée, naturellement, facilement, alors des fois même beaucoup de limites et beaucoup de cadres. Il y a des parents qui vont avoir plus de mal à mettre des limites parce que bah, mettre des limites et dire non à son enfant, ça veut dire le frustrer, ça veut dire souvent bah, déclencher des pleurs, et que voilà, selon comment on vit les choses en tant que parent, ça peut être aussi plus difficile à faire. Après, c'est vraiment important de se dire que l'enfant, il a besoin de limites et de cadres pour pouvoir bien grandir.
que des fois, quand on pose pas trop de limites ou quand on dit rarement non à son enfant, c'est parce qu'on veut qu'il soit heureux, c'est parce qu'on veut lui faire plaisir, c'est parce qu'on veut ne pas le frustrer. Donc, c'est vraiment avec une bonne intention, mais il faut vraiment se dire que cet enfant qu'on ne frustre jamais, à qui on dit toujours oui, en fait, c'est un enfant qui trouvera pas ses limites. Et c'est pour ça que je mets toujours ces deux petites photos que j'aime bien. C'est que le plant de tomate, pour grandir, il a besoin d'un tuteur. Ah ouais, le tuteur, ça le contraint à aller droit et à grandir le long du tuteur. Et en même temps, le plant de tomate, si on lui met pas de tuteur, en fait, il se développe pas. Il reste au sol, il ne se développe pas et il peut pas faire son job de plant de tomate. Donc le tuteur, ça le contraint, mais en même temps, c'est la seule chose qui lui permet de grandir. Et idem sur la barrière ou la grille au fond de votre jardin, ou au fond de votre résidence. C'est contraignant parce que bah, ça délimite votre espace et que peut-être vous aimeriez bien que votre jardin ou votre terrain soit plus grand. Et en même temps, le fait d'avoir cette grille, bah, ça permet de savoir jusqu'à où va votre chez vous, ça permet de savoir que vous êtes en sécurité à l'intérieur et ça vous donne vraiment votre périmètre d'action. Et vraiment, la limite pour l'enfant, elle est exactement comme ça. C'est oui, ça le contraint sur le quotidien, il peut pas faire tout ce qu'il veut, c'est frustrant. Et en même temps, il sait dans quel périmètre il peut agir, il sait que dans ce périmètre-là, il est en sécurité, il connaît les règles et grâce à ça, il peut se développer et se développer correctement et s'épanouir. Donc vraiment, poser des limites et dire non à l'enfant, c'est pas freiner son épanouissement, c'est pas en faire un enfant pas heureux, c'est plutôt en faire un enfant heureux qui sait voilà ce qu'il a le droit de faire ou pas, qui sait qu'avec papa et maman, ben, il y a des règles pour son bien-être. Alors ils mettent du temps à intégrer les choses, parce qu'au début ils ont plus l'impression que c'est frustrant qu'autre chose, mais c'est vraiment important et vraiment dire oui à tout. Et d'expérience aussi hein, de famille que je peux accompagner, c'est pas rendre service parce que bien sûr sur le moment on rend son enfant content parce qu'on lui a dit oui pour chaque truc qu'il voulait. Et en même temps, plus l'enfant grandit, bah, du coup, puisqu'il trouve pas de limite, plus il va en demander parce qu'il va toujours aller chercher la limite. Donc, au début, c'est des petites choses que l'enfant veut. Alors, je sais pas, je pense à des petits cadeaux, des petites choses qu'on achète. Bon, bah, au début, ça va être des petites choses au magasin, un truc, un bonbon, quelque chose. Puis après, ça va être un peu plus. Donc, ça va être le paquet de bonbons, ça va être le petit cadeau, ça va être... Et puis après, bah, ce sera plus assez. Donc, il faudra plus. Donc, ça va être le petit truc à 20 € tous les week-ends. Et puis après, ce sera plus assez. Et puis, en fait, plus l'enfant grandit, bah, plus il faudra que le parent bah, donne toujours plus derrière pour satisfaire l'enfant, parce que l'enfant ne trouve pas où est la limite. Et, et en fait, ça contribue à faire que c'est un enfant qui ne sera jamais satisfait parce qu'en fait, il aura toujours tout ce qu'il veut et il voudra toujours plus que ça. Donc voilà, sur le développement global, un enfant qui sait où sont les limites, à qui on fait plaisir régulièrement, bien sûr, je vous dis pas ne faites pas plaisir à vos enfants, mais c'est un enfant qui a aussi la notion des choses, qui sait aussi ce que c'est d'avoir. Alors là, j'ai vraiment pris l'exemple basique de lui acheter des petites choses ou des petits cadeaux, mais qui, quand il a un cadeau, est content parce que ça n'arrive pas tous les jours. On peut aller récompenser par un cadeau un peu plus important pour des occasions. Enfin, on a un peu plus cette notion. Euh, pas forcément, j'allais dire même la notion, la valeur des choses. Mais voilà, l'enfant sait comment fonctionnent les choses et peut être récompensé. Et vraiment, je leur précise que des fois, j'accompagne des familles où je dis, bah voilà, vous pouvez renforcer, récompenser. Et les parents me disent, mais en fait, ils ont déjà tout, tous les week-ends, ils ont déjà les sorties, les cadeaux, les restaurants chaque week-end. Donc en fait, pour aller récompenser, il faut en faire encore plus. Et voilà, on rentre un petit peu au final, dans un cercle vicieux qui rend pas forcément service. Alors, je suis allée un peu loin sur les limites, mais c'est volontaire parce que je trouve que c'est important de l'avoir en tête et d'avoir en tête que frustrer son enfant, c'est pas mettre en péril le lien parent-enfant, c'est pas faire que son enfant ne va plus vous aimer, ce n'est pas signe que vous n'aimez pas votre enfant, c'est le signe en fait que vous voulez l'aider à grandir. Donc vraiment, ça fait partie de l'amour et de l'éducation. Voilà, après j'aime bien aussi ces petites images, bah, c'est un petit peu tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut le cadre autour. Alors, voilà, je mets cette image de l'open space, c'est que voilà, vous avez un cadre, vous avez un étage ou un espace. À l'intérieur, vous vous mettez peut-être où vous voulez, mais c'est quand même défini, c'est pas vous allez où vous voulez, dans la ville ou dans le bâtiment. Il y a un cadre, à l'intérieur du cadre, il y a de la flexibilité. Et l'idée pour votre enfant, c'est ça, c'est qu'il y a un cadre à l'intérieur, bien sûr, il a de la marge de manœuvre, il a des choix, mais
le cadre global autour, il est posé. Et ouais, je mettais idem sur la toile qu'on va peindre ou qu'on va dessiner. On a un cadre. En fait, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a un cadre. Vous allez au restaurant, il y a un menu, donc vous avez un certain nombre de choix, vous en avez pas plus. À l'intérieur du menu, vous choisissez ce que vous voulez. Mais en fait, tout notre quotidien est fait à chaque fois de choses cadrées. Donc, il faut l'intégrer au fur et à mesure pour pas être trop frustré à l'âge adulte. Enfin, à l'âge adulte et dans toute la période de développement. Pardon. Alors, sur le fait de dire non, de poser les limites, parce que c'est jamais très simple. Euh, Comme toujours, il faut choisir ses batailles parce qu'il y a des périodes donc, où l'enfant a une vraie soif de découverte, il a envie de tout tester, de tout, oui, de tout, alors, négocier aussi, de toujours essayer d'aller voir jusqu'où il peut aller, de vouloir faire seul. Enfin, ça, c'est vraiment de la soif d'apprendre, de la soif de découvrir la vie. Donc, l'idée, c'est pas de le frustrer dans son développement et dans ce qu'il a envie de faire. L'idée, c'est de l'accompagner, mais en se disant, voilà, il y a des choses où il y a des règles. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a les règles de sécurité qui sont non négociables. Il y a vos convictions personnelles. Je dis toujours, il y a des familles, on a le droit de monter sur le canapé. Il y a des familles, on n'a pas le droit. Euh, Chacun a ses limites, chacun a ses règles, chacun a ses convictions. Il faut pas que ce soit du non permanent, sinon on s'en sort plus non plus. Ça peut pas être non pour le canapé, non pour le tabouret, non pour ce petit truc-là, non pour ça, non pour toucher ça. Parce qu'en fait, bah, vous passez votre vie à dire non. L'enfant passe sa vie à être frustré et en fait, il y a un moment, c'est pas vivable pour personne. Et ça veut dire qu'il est empêché à chaque fois qu'il veut tester quelque chose. Donc, il faut qu'il ait de la marge de manœuvre, il faut qu'il puisse expérimenter. Mais voilà, il y a peut-être des choses. Le canapé, peut-être, ce sera interdit. Par contre, tel petit truc, on pourra monter dessus. Que le livre de collection, on peut pas y toucher. Par contre, que le petit magazine ou quelque chose, ça, c'est pas très grave si tu y touches. Voilà, il faut quand même choisir un petit peu sur quoi on dit non et ne pas dire non à tout non plus. Ça, c'est important. Il faut, j'aime pas, c'est important de réfléchir avant de dire non à un enfant. Parce que dire non, 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 pour au final dire oui, si on voit que l'enfant va déclencher une crise, bah c'est pas très intéressant. On remet notre crédibilité en doute. Au final, l'enfant il a compris que quand papa ou maman disait 4 fois non, s'il criait un peu plus fort, papa ou maman disait oui. Donc en fait, ça a peu d'intérêt. Il vaut mieux se dire ok, là il veut quelque chose. Je sais pas, je prends des exemples basiques qui me viennent en tête. Il veut un bout de pain avant d'aller à la douche. Si je dis non, bah il faut que je tienne mon non jusqu'au bout. Est-ce que c'est très grave s'il mange son bout de pain avant la douche? Est-ce que j'ai envie de déclencher une prise à cette heure-là? Et voilà, on pose un peu le pour et le contre là en quelques secondes. En fait, si le bout de pain avant la douche, c'est pas un sujet qui peut prendre son petit bout de pain avant, après, bah, autant dire oui tout de suite. Par contre, si on dit non, dans ce cas-là, tous les jours, on s'y tient, c'est une règle. Vraiment essayer d'être le plus constant possible, c'est important. Et puis l'enfant, il comprend aussi que quand le parent dit quelque chose, bah, il va jusqu'au bout. Donc oui, quand le parent dit non, il va jusqu'au bout, mais c'est-à-dire quand le parent lui dit je viens te chercher après la crèche, bah il va jusqu'au bout, donc on est sûr qu'il vient chercher. Quand le parent promet que, je vous dis, je prends des exemples du quotidien, quand le parent promet qu'on ira au manège demain ou qu'on mangera une glace demain, en vacances, ça veut dire que mon parent il va le faire demain parce qu'à chaque fois qu'il me dit quelque chose, il le fait. Et ça, c'est des petites choses, mais qui sont hyper importantes sur la communication avec l'enfant et notamment pour la suite. Et après, c'est aussi de rester flexible, voilà, en se disant les petites choses qui n'ont pas d'importance. On peut se permettre de se dire, bah écoutez, voilà, peut-être que ce petit bout de pain, on se donne pas vraiment de règles, et puis selon les jours, selon comment ça se passe, s'il réclame pas, tant mieux, s'il réclame, on le donne. Ok, voilà, des petites règles comme ça qui sont un peu flex selon les situations, mais il faut qu'il y ait quand même globalement une constance et faut que ce soit logique sur le quotidien. Et voilà, et vraiment garder en tête que il n'y a pas de manipulation de la part de l'enfant, il n'y a pas de caprice, comme on dit. L'enfant ne fait pas les choses pour vous casser les pieds. C'est juste qu'il vit les choses et que des fois, il a compris, lien de logique, que quand mon parent dit non, bah si je crie fort, j'ai ce que je veux. C'est pas un caprice en soi, c'est juste j'ai compris comment ça fonctionnait. Égal, si j'ai décidé qu'il me fallait ça,
je vais crier jusqu'à temps d'avoir ça puisque je sais que ça fonctionne. Donc voilà, c'est pas de la manipulation, c'est juste du lien de cause à effet. Donc d'où l'idée vraiment d'être le plus constant possible parce qu'une fois que votre enfant sait que vous êtes constant et que quand vous avez dit quelque chose, vous le faites, avec le temps, en fait, ça déclenchera plus de crise et l'enfant saura que, ok, c'est comme ça. Par contre, papa ou maman m'a dit qu'on irait demain. Ok, du coup, ça peut quand même me satisfaire et je sais qu'on va le faire. Donc, on en revient vraiment à ce lien de confiance, de communication qui, peut-être que quand vous êtes dedans, là, sur des enfants de 18 mois, 2 ans, à peine 3 ans, c'est compliqué, on n'en voit pas vraiment le bénéfice, mais au fil des mois, quand même, tout ça, ça se débloque et tous ces petits éléments-là, ils viennent faciliter les choses. Et oui, et je mettais aussi que l'apprentissage des règles, ça passe par de la répétition de nombreuses fois, pendant des mois, voire des années sur certains sujets, avant que ce soit intégré. Euh, et alors, je vais pas revenir là-dessus, parce qu'on sortira un petit peu du sujet, il faut que j'avance, mais c'est pareil, c'est important que l'enfant comprenne les choses quand il grandit. Parce que mettre des règles pour mettre des règles, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et si l'enfant ne comprend pas les choses, il aura aussi moins d'envie de les appliquer. S'il a compris, je sais pas, que monter sur la table ou sur le canapé, c'était dangereux, qu'on pouvait se taper la tête. Alors, il l'appliquera pas tout de suite juste parce qu'il a compris, mais plus il va grandir, plus il pourra raisonner, plus il appliquera les choses. Donc voilà, des limites logiques et que vous expliquez à l'enfant, c'est toujours mieux vécu que des règles juste pour poser des règles. C'est pareil pour des adultes, on applique beaucoup mieux ce qu'on comprend plutôt que des règles idiotes, si je peux dire, qu'on nous a données par principe. Donc ouais, donc ça j'en ai pas mal parlé de tout ce qui était vraiment être le plus constant au quotidien, essayer vraiment que ce soit voilà cadré toujours de la même manière. Alors il y a des exceptions et tout ça, hein. Mais voilà, plus on a le même discours au quotidien, mieux c'est. Euh, je crois que j'en parle après aussi, j'en parle un petit peu là, mais entre les deux parents, quand il y a deux parents dans la famille, on n'a pas forcément exactement la même manière de voir les choses, on n'a pas forcément exactement les mêmes règles. Ça, c'est OK. Il faut juste essayer que les règles ne soient pas complètement à l'opposé, puisque là, l'enfant, on va un peu le perdre entre toutes les règles différentes. Après, que chacun ait une tolérance différente, c'est possible. C'est pareil, il faut l'expliquer. OK, avec papa, tu peux faire ça, et avec maman, c'est comme ça. Avec papa, c'est toujours de la même manière. Avec maman, c'est toujours de la même manière. Et j'ai envie de dire, quand les deux parents sont ensemble, on se met d'accord sur ce qu'on tolère. C'est juste, voilà, il faut être constant, il faut être logique dans ce qu'on propose à l'enfant. Et ça se passe bien. Et on n'est pas obligé de faire des concessions tout le temps. Chacun peut garder ses limites et ses convictions. Et c'est important aussi, quand il y a des exceptions, de préciser les choses à l'enfant. Euh, Pourquoi aujourd'hui, on a le droit de faire un truc pas du tout comme d'habitude? Parce qu'une fois que l'enfant a fait un truc qui lui plaisait bien, pourquoi demain on va redire non? C'est compliqué à vivre. Donc voilà, parce qu'il y avait de la famille, parce que c'était des vacances, parce que cadre spécifique, aujourd'hui on a fait comme ça. Demain, on reprend les choses comme d'habitude. C'est tout bête, mais c'est hyper important de le verbaliser et de le tenir. Alors, pour continuer un petit peu justement sur voilà, sur l'équilibre entre tout ça, c'est déjà des notions que je vous ai transmises depuis le début de l'atelier. Euh, Vraiment, c'est l'aspect communication, il est hyper important. Alors, bien sûr, chez un petit, la communication, elle est à double sens, mais elle n'est pas aussi fluide que chez un plus grand. Mais voilà, dès que l'enfant commence à poser des mots, à essayer de parler, et même un plus petit hein, qui parle avec beaucoup de non-verbal, écoutez ce que l'enfant a à dire, respecter ce qui nous transmet, ce qui nous transmet comme message. Ça, je vous parle beaucoup des grands. Mais j'ai envie de dire que si on parle d'un petit bébé qui parle pas encore, quand on va lui dire quelque chose, quand on va lui proposer quelque chose, en fait, dans ses réactions,
on sent tout de suite si l'enfant est OK ou pas. Et quand on sent que l'enfant est fermé, que ça lui convient pas, que ça lui plaît pas, ben c'est pareil. Aller lui expliquer, aller prendre le temps, c'est hyper important. Même si l'enfant n'a pas encore les mots pour dire qu'à ce moment-là, il n'est pas prêt ou qu'il n'est pas d'accord pour quelque chose. Donc voilà, vraiment verbaliser, échanger. Et une fois que l'enfant a le langage, l'écouter, même si ça vous semble des fois pas important ce que raconte l'enfant. Si, pour lui, c'est important. Et pour un enfant plus grand, vous racontez ces petites histoires avec les copains ou copines à l'école, c'est important. Donc voilà, avoir cette écoute dans les deux sens, ça lui permet de sentir qu'il a une place, qu'il a le droit à la parole, comme tout le monde, et qu'il est écouté et entendu. Et c'est vraiment des choses importantes. Et après, ce qui est important aussi, alors je vous ai pas mal parlé de règles et de limites, donc j'ai un peu parlé de tout ce qui était pas cool. Euh, c'est important aussi au maximum d'essayer de faire avec l'enfant. Là, j'ai parlé voilà, vraiment du cadre impératif. Après, au quotidien, plus vous faites avec lui, plus vous vous mettez un peu à hauteur d'enfant, comme on dit, plus vous lui proposez aussi de faire des petits choix, plus vous lui laissez de marge de manœuvre, en fait, mieux c'est. Je prends des exemples tout bêtes, hein. Un enfant que vous emmenez faire deux, trois courses au supermarché, vous avez toutes les chances que ça se passe bien si vous lui laissez prendre le panier ou si vous le missionnez d'aller mettre la pomme dans le panier ou prendre le paquet de yaourt. En fait, si vous lui donnez des missions, s'il se sent inclus, il fait avec vous. Je sais pas, il peut poser la carte à la fin sur un plus grand pour payer. Les courses, elles vont bien se passer, sauf exception, sauf fatigue, sauf plein de trucs, hein. Mais globalement, vous avez toutes les chances que ça se passe bien. L'enfant que vous emmenez en course après sa journée et vous lui dites, tu restes à côté de moi, je te tiens la main, tu ne bouges pas, tu ne touches à rien, tu attends que ça se passe, vous avez toutes les chances que les courses se passent mal, parce que l'enfant voudra toucher, parce que l'enfant va s'ennuyer, parce que l'enfant va trouver ça long. Donc vraiment, plus on fait ensemble, plus on coopère avec son enfant, mieux c'est. Et voilà, je prends l'exemple des courses, mais ça peut être tellement plein d'autres choses, de préparer des petites choses pour le repas, des petites choses pour mettre la table. Bah, c'est un peu l'idée aussi du timer, c'est que c'est lui qui peut vous dire qu'il est l'heure d'aller faire telle ou telle chose. Donc voilà, plus on l'inclut, mais en fonction de son âge, mais dès tout petit, dans les petites choses du quotidien, bah, plus les choses se passent bien. Et après, je vais déborder un peu du 14 heures, mais je crois qu'on peut. Donc, si jamais il y a des parents qui doivent quitter, de toute façon, vous aurez le replay. Je vais finir un petit peu avec tout ce qui est éducation positive et un petit mot sur les punitions. Alors, l'éducation positive, c'est la grande notion à la mode, si je peux dire. Elle a plein de bonnes choses et à la base, c'est un très bon fondement. Juste qu'aujourd'hui, ah, attendez, je vérifie juste qu'il n'y ait pas de souci sur l'horaire. Super, merci. Donc c'est un bon fondement, hein. L'éducation positive, l'idée c'est vraiment d'aller renforcer ce qui est positif, ce qui est bien, d'aller soutenir l'enfant dans ses découvertes, dans ce qu'il a envie de faire. Donc, à l'origine, c'est très bien, c'est bien pensé, c'est bien fondé, et ça fonctionne bien quand on l'utilise bien. C'est voilà, accompagner les émotions. Enfin, c'est vraiment aider l'enfant à grandir. Après, le problème, c'est qu'au fil des mois, des années, de toute cette notion qui a été reprise de diverses manières, l'éducation positive, l'idée qu'on en a et ce qui est fait en pratique, bah, c'est presque une approche en fait où on met plus de limites justement, où on veut plus frustrer l'enfant, où on le laisse décider, où on le punit plus. Alors on reviendra sur les punitions, hein, je suis pas du tout pour, mais voilà. Donc en fait, l'éducation positive, petit à petit, c'est devenu presque une éducation laxive, laxiste, pardon, dans l'idée des gens et des fois dans la manière de la mettre en place. Alors que non, l'idée c'est plus bah, tout ce que je vous ai décrit, de communiquer, de coopérer, de donner les ressources à l'enfant, de le faire réfléchir aussi sur des choses pour l'aider à bien grandir, mais en aucun cas, à la base, c'est une éducation où on ne frustre pas l'enfant, c'est une éducation où on laisse tout passer et où on dit toujours oui. Donc ça, c'est un peu une déviance de l'éducation positive. Après, il faut avoir en tête que c'est pas parce qu'on fait l'éducation positive et l'accompagnement des émotions que le quotidien est magique, fluide et qu'on a un enfant hyper facile à tous les âges. Bah non, parce qu'il passera par les mêmes phases de développement qu'un autre enfant. Et
être un parent qui éduque de manière positivement, on en revient à ce que je disais au début, c'est pas être un parent parfait qui fait que des petites activités, parce que c'est pareil, c'est ce qui est véhiculé, hein, que des petites activités Montessori pour son enfant, qui fait la cuisine dans la tour d'observation avec son enfant. Enfin, voilà, on n'est pas non plus dans l'image véhiculée du parent parfait qui s'adapte en permanence à son enfant. On est dans quelque chose de plus rationnel, mais où on va accompagner au mieux l'enfant. Donc ça, j'aime bien le recadrer quand même parce qu'aujourd'hui, elle a presque une mauvaise réputation, cette éducation positive, ou alors elle est utilisée de manière à ce qu'on a des enfants. Alors, je vais volontairement utiliser le mot, hein, qui deviennent des enfants rois parce que justement, ils n'ont aucune limite et qui se construisent en mode, j'ai tout ce que je veux, je fais tout ce que je veux, et c'est pas du tout l'objectif de cette éducation positive. Donc ça, c'est déjà tout ce que je vous ai dit, un petit peu récapitulé. Mais voilà, l'éducation positive, c'est vraiment reconnaître les émotions de l'enfant, les accepter, essayer d'en parler avec lui au fur et à mesure, aider son enfant à comprendre, à raisonner. Alors, pareil, bien sûr, on s'adapte à l'âge, hein. Mais je prends des petits exemples. C'est plus des accidents domestiques, mais ça va avec toute cette éducation et tout cet accompagnement. C'est que l'enfant à qui on dit non pour le chaud, par exemple, pour toucher le four, pour toucher quelque chose, et qui comprend pas le pourquoi, on va partir du principe que nous sommes parents, nous imposons le non, on touche pas le chaud, question de sécurité. Oui, mais si cet enfant, il a compris que quand on approche la main, parce qu'on lui a montré que si on approche un peu la main, ça fait chaud sur la main, que c'est désagréable, qu'il a intégré la chose, qu'il sait pourquoi il faut pas toucher, ben en fait, on a un enfant qui va appliquer la consigne beaucoup plus facilement que l'enfant à qui on a juste interdit sans rien expliquer. Donc on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans aider l'enfant à raisonner, à comprendre, à être acteur, à faire les choses avec lui, et donc ouais, vraiment dans du lien de confiance. Et ça se passe quand même beaucoup mieux quand on est là-dedans. Ça n'empêchera pas qu'il faudra répéter, qu'il faudra quand même faire tout ce qu'on a dit euh, assez longtemps avant que les choses soient intégrées. Mais voilà, on est beaucoup moins dans une éducation un peu rigide, si je peux dire. Voilà, pour la construction de l'enfant, je pense que c'est plutôt pas mal. Euh, Pareil, par exemple, quand je vous parlais du canapé, si on dit non pour grimper sur le canapé, non pour la chaise, non pour la table. En fait, si cet enfant qui est dans une période où il a besoin de grimper, on lui dit non à tout, euh, c'est compliqué. L'idée aussi, quand on parle d'éducation positive, c'est de pouvoir répondre aux besoins. Donc, si vous avez un enfant qui a besoin de grimper, si le canapé, la table et la chaise, c'est non parce que chez vous on monte pas dessus, peut-être qu'on aura des modules de motricité ou un petit tabouret, un petit boudin, un petit truc où il pourra grimper. Euh, Parce que voilà, on essaye aussi de répondre à son besoin, mais du coup de manière sécuritaire et en accord avec vos convictions. Voilà, essayer de lui adapter l'environnement aussi pour qu'il soit dans la découverte, qu'il soit pas dans un environnement où il a le droit de rien toucher. L'idée, c'est pas non plus d'avoir un environnement de crèche, mais que, voilà, dans sa vie quotidienne, il puisse aussi être libre de ses mouvements, qu'il puisse expérimenter, qu'il puisse découvrir. Ça, c'est important. Et puis, tout ce qu'on a dit sur les petites transitions, sur faire avec lui, toutes ces petites choses, vraiment, ça peut apaiser le quotidien. Donc voilà, je ne peux que l'encourager. Alors, et si on vient un petit peu pour finir sur tout ce qui est punition. Alors, la punition en tant que telle, vraiment de dire, je vais vous prendre des exemples basiques. T'as tapé maman, parce que c'est du classique aussi à ces âges-là. T'auras pas de dessert. Voilà, et on va prendre les grands basiques, les grandes idées reçues. En fait, voilà, on a besoin en tant qu'adulte de dire, OK, t'as fait un truc qui était interdit. Du coup, là, dans ma tête, moi, un peu je veux dire, des fois, c'est un peu pour me venger. Je te prive de dessert parce que t'aimes le dessert. Ça n'a aucune logique. T'as tapé, t'auras pas de dessert. Donc, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de sens. Enfin, des fois, on va lui dire, on n'ira plus jamais chez mamie ou on n'ira plus jamais au parc. En fait, c'est juste que nous, adultes, finalement, ça nous fait du bien là, de décharger ça et de dire, tiens, puisque t'as fait ça, t'auras pas ça. Et en gros, voilà, t'es puni, et c'est comme ça. Ça va plus jouer, alors, ça fonctionne un temps, parce que l'enfant a peur de la menace et puis du coup ne va plus refaire ce qu'il a fait.
Mais on est vraiment sur de la menace, on est sur un truc affectif de voilà de pression, de attention si tu fais ça, bah, je t'enlève tel truc que t'aimes bien. Donc l'enfant va un peu appliquer parce que bah il se sent un peu pris au piège, mais ça n'a pas de, enfin vraiment ça n'a pas d'intérêt éducationnel. Alors je pense que à un moment de notre vie on donne tous une petite punition comme ça juste parce que ça nous, parce qu'à un moment il faut qu'on trouve une option des fois quand notre enfant nous prend de court, mais vraiment, c'est sûr que ça n'a pas d'intérêt, ça n'apprend rien à l'enfant. Euh, et qu'en fait, le risque, c'est que, ok, vous dites ça, donc au début, votre enfant applique la règle parce qu'il est tout petit et parce qu'on lui a dit, t'auras pas de dessert, puis un jour, il vous dira, mais en fait, j'ai pas de dessert, je m'en moque. Donc, il faudra qu'on lui dise, bah, je sais pas, alors je vais volontairement aller dans l'escalade, bah, t'as pas de repas. Enfin, je sais pas, ou t'es enfermé dans ta chambre pendant le repas, puis un jour, il vous dira, eh bah, tant pis, je mangerai pas, mais je ferai ça. Bon, ben jusqu'où faut. En fait, c'est que la punition. Il y a un moment, on est dans l'escalade et dans un truc toujours de plus de menaces et voilà, dans une espèce de chantage affectif. L'idée de se dire on utilise une conséquence logique, alors ça n'empêche pas qu'il y a un moment, l'enfant qui a tapé, on peut lui dire, bah là tu as tapé, tu t'assois un peu plus loin, pour l'instant là, il faut que tu t'éloignes de moi ou on arrête le jeu. Voilà, on a le droit de faire un petit moment de pause, bien sûr. Et la conséquence logique, elle va vraiment dans ce sens-là. L'idée, c'est de dire, bah, puisque voilà, je connais cet enfant qui a tapé, puisque tu as tapé, là, on peut plus être ensemble à jouer ou à faire un câlin. Là, bah, écoute, il faut qu'on se sépare un petit moment, même si c'est quelques minutes. Hein. L'enfant qui a lancé, je sais pas, vous étiez en train de jouer, l'enfant il a lancé le jeu plusieurs fois. Bien, à un moment, en fait, on range le jeu. L'enfant a lancé plusieurs fois son yaourt. Bien, à un moment, on enlève le yaourt et le repas s'arrête là. Voilà, il y a une logique. T'as lancé ton yaourt, on enlève le yaourt. T'as lancé le jeu, on enlève le jeu. Euh, ça fait déjà deux, trois exemples, mais il y a un lien de cause à effet. C'est pas de la punition pour la punition. C'est juste, ok, t'as fait ça, je te l'ai répété. Bah du coup, il faut qu'on arrête telle ou telle chose. Mais on n'est pas dans la surenchère et on n'est pas dans l'affectif. Et franchement, ça fonctionne beaucoup mieux et c'est beaucoup plus intéressant sur le plan éducationnel ou sur le plan éducatif. Oui, ce sera mieux quand même. Donc voilà, après c'est pas forcément facile, hein, les fameuses conséquences logiques. J'ai envie de dire que des fois on n'en trouve pas. Mais voilà, faut rester dans un lien de cause à effet. L'enfant n'a pas voulu s'habiller, ben, on va pas au parc parce qu'on peut pas sortir par 5 degrés en t-shirt. Voilà, on est sur des choses logiques. Je veux dire, si à un moment on prive de parc, peut-être que cet après-midi on n'ira pas au parc, mais voilà, essayez de pas vous lancer dans des on n'ira plus jamais au parc parce qu'en fait on va dire ça, et puis le lendemain, on va retourner au parc, parce que c'est pas vrai qu'on n'ira plus jamais au parc. Donc, on en revient toujours à ce truc de, bah, papa ou maman, il a dit un truc, mais en fait, ça tient pas. Égal, ça n'a pas de valeur. Donc voilà. Pensez juste à l'impact des mots, même si sur le coup, ça change pas grand-chose. En fait, dans le quotidien, quand ça se répète, c'est quand même des petites choses qui ont des conséquences et qui jouent. Voilà déjà pas mal de petites notions que je voulais vous faire, que je voulais vous faire passer. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, plus on est dans l'écoute, la communication, dans essayer de se mettre à la place de l'enfant, et puis voilà, être cohérent dans notre quotidien, quelles que soient nos limites et notre manière de faire. Euh, plus on peut avoir ce rôle vraiment d'aider l'enfant à bien grandir et puis de lui donner des petites ressources au fur et à mesure pour que lui-même, à un moment, il trouve ses bagages et puis qu'il sache faire aussi sans le parent. Et puis voilà, j'aime bien finir en disant que être parent, c'est apprendre tous les jours, c'est se réinventer à chaque fois parce que des fois on a trouvé des choses qui fonctionnaient, puis l'enfant a grandi entre-temps, en pas longtemps, et du coup ce qui fonctionnait il y a quelques jours ou il y a un mois, aujourd'hui il faut le réadapter. Et ça, je pense que c'est sans cesse. Donc ça veut dire qu'on se réadapte tout le temps à son enfant et qu'on fait en tous les cas comme on peut avec son histoire perso et ses capacités, voilà, selon le contexte, selon plein d'éléments, selon son état émotionnel, on compose avec qui on est. Euh, mais voilà, on fait au mieux et on n'est pas parfait dans tous les cas. Voilà un petit peu sur tout ce que je voulais vous transmettre. Je sais pas, alors vous êtes quelques parents en ligne, je sais pas s'il y a des petites questions, remarques, des envies de partage ou si c'est clair.
Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous a donné des petites pistes de réflexion et des petits outils pour le quotidien. C'était très clair, merci beaucoup. Et ben avec plaisir, avec plaisir. Et puis, bah, écoutez, s'il y a pas de questions, merci pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Merci à tous et Avec toutes. plaisir. On se retrouvera le mois prochain, donc le mercredi 7 janvier à 13 heures pour une nouvelle conférence. Ce sera sur le thème du sommeil et on aura de nouveau le plaisir de vous retrouver, Pauline. Tout Merci à fait. beaucoup. Merci Au à revoir. tous et belle journée. Au revoir.